La mort n'existe pas commence avant tout par la fin. Déjà la fin de Leo Liberati, un homme qui s'évade d'un hôpital psychiatrique et se retrouve sur le toit de cet hôpital et se jette dans le vide le 21 décembre 2012 à 4h44. C'est aussi la fin présumée de notre roman. Donc, tout au long de ce roman, on va suivre les derniers jours de Leo Liberati. On va suivre son quotidien, donc un écrivain, journaliste également de faits divers, qui croule sous les obligations familiales et qui, 4 jours avant la fin du monde, va avoir un accident provoqué par une silhouette en face de lui sur une route enneigée, une silhouette qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et cet accident va déclencher une suite d'événements pour Leo Liberati qui va le mener jusqu'à la quête d'une vérité bien plus grande que ce qu'il imaginait. Alors je ne crois pas que j'écris pour une raison particulière, j'écris parce que c'est devenu une passion, je me suis découvert cette passion et comme toutes les passions, il n'y a pas vraiment de raison derrière. Alors il y a un but un peu égoïste, c'est celui de raconter des histoires, parce que ça fait du bien de créer des histoires. Moi je viens d'une génération à laquelle on a raconté beaucoup d'histoires dans ma jeunesse, dans mon adolescence, donc c'est vraiment une fierté de pouvoir en raconter à mon tour. Et puis j'écris aussi parce que j'ai envie de faire voyager les lecteurs. Amener un lecteur ou une lectrice à voyager dans son imaginaire, à ressentir des émotions, à se poser même des questions, c'est quelque chose de très valorisant et de très gratifiant. Donc c'est avant tout une passion, mais j'écris, je crois, pour faire ressentir des émotions aux autres. Alors lorsque j'écris, j'essaye toujours déjà de visualiser ce que j'écris. Un peu comme je suis quelqu'un qui regarde énormément de films, un accro du cinéma, et j'essaye toujours de visualiser ce que pourrait donner ce que j'écris dans un film ou sur un écran. Et ça me permet d'avoir déjà ce besoin de rythme, ce besoin d'action. Et puis derrière, lorsque j'écris ou que je me relis, j'essaye toujours d'avoir une rythmique, de ralentir un peu les mots, les phrases, de faire des phrases plus longues lorsqu'on fait monter un peu la tension et lorsque l'action débute, faire des phrases courtes, rythmées. Et puis lorsque j'écris, si lorsque j'écris je ressens des frissons ou je ressens quelque chose, généralement c'est bon signe, je me dis que le lecteur peut ressentir exactement la même chose. J'essaie toujours de garder ce rythme. Et puis je crois qu'il y a quelque chose de très important quand on écrit, c'est surprendre. C'est surprendre le lecteur. L'emmener là où il n'a pas l'intention d'aller. Casser le rythme, voire même les thèmes. Amener des choses auxquelles il ne s'attend pas. Ça je crois que c'est très important pour maintenir l'intérêt et pour que le lecteur se trouve vraiment immergé dans quelque chose où il a envie de connaître la suite. Alors j'ai pas de structure spécifique pour la construction de mes romans. Avec La mort n'existe pas, j'ai commencé par la fin. Et même dans l'écriture, dans la construction de l'écriture de La mort n'existe pas, j'ai procédé de la même façon. J'ai commencé par la fin et puis j'ai amené des éléments petit à petit pour construire ce roman. J'essaye, lorsque j'écris, de ne pas m'imposer de cadre. Je suis le premier à dire qu'il ne faut pas s'imposer des barrières ou se limiter à des cadres définis. Mais j'ai quand même besoin d'avoir une chronologie, de savoir où je vais et surtout d'avoir la fin, d'avoir la chute finale. Je crois que je ne commence pas, ou je n'arrive pas en tout cas à commencer l'écriture d'un roman tant que je n'ai pas la chute finale, le twist final et tant que je ne sais pas où je veux aller. Après le reste peut venir au fil de l'eau, je laisse un peu l'écriture venir, les personnages évoluer au fur et à mesure, sortir du cadre que je m'étais moi-même défini au départ. Mais il me faut cette chute, il me faut ce but où je veux aller pour pouvoir vraiment commencer l'écriture. Alors je crois que chaque auteur, du moins dans le milieu du polar et du thriller, rêverait de voir ses romans adaptés au cinéma, encore plus moi qui est un féru de cinéma et de films. Alors, il y a plusieurs réalisateurs que j'affectionne particulièrement. Je pourrais citer Tim Burton, Tarantino, ce genre de réalisateurs. Mais je crois que celui qui collerait le plus à l'univers que j'ai mis en place, c'est Christopher Nolan.
notamment parce que dans les thèmes qui sont abordés dans La mort n'existe pas, certains verront quelques références à Inception notamment. Et puis c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je trouve que son travail est vraiment très abouti, très fouillé. Et puis il aime aussi laisser une part de mystère dans ce qu'il fait. Donc voilà, pour tout ça, je dirais Christopher Nolan. Alors j'ai essayé beaucoup de méthodes, on va dire, pour écrire mes romans. La musique en fait partie. J'ai besoin en fait quand j'écris de me plonger dans une bulle, de m'isoler dans cette bulle où mon imagination deviendra presque une réalité. Donc la musique m'aide, mais pas pendant. J'en écoute avant. Je vais en écouter avant je vais choisir une musique qui colle à ce que je suis en train d'écrire. Pour La mort n'existe pas, par exemple, j'ai utilisé Yann Tiersen pour tout ce qui se passait à Paris, Imagine Dragons pour les morceaux un peu plus rythmés, voire même des covers au piano, des BO de jeux vidéo, beaucoup de choses différentes. Ça me permet de m'immerger un peu dans ce que je vais écrire, mais une fois que je suis dedans, une fois que je commence à écrire, j'ai besoin vraiment de calme et de silence. Donc c'est un lieu où je m'isole, où je suis vraiment plongé dans cette écriture. La musique vient avant, vraiment pour m'immerger dans cette bulle et me visualiser, toujours visualiser ce que je suis en train de décrire ou ce que je veux écrire. Alors je crois que chaque auteur, surtout pour un premier roman, s'inspire forcément de son quotidien pour écrire, même si dans le cas de La mort n'existe pas, il y a énormément de fiction. Donc, le personnage de Liberati, il a certains traits de caractère, certains pans de sa vie quotidienne qui viennent de ma vie au moment où je l'ai écrit. Maintenant, pour le reste, non, ce sont pour la plupart des personnages fictifs qui viennent de l'imagination, qui viennent de ce que j'ai déjà vu, télé, presse, ou croisé quelque part dans ma vie quotidienne, mais je ne m'inspire pas vraiment, ou très peu en tout cas, des personnes de mon quotidien. Roman que j'aurais aimé écrire, difficile comme question. Je dirais peut-être un roman de Jean-Christophe Garanger, Les Rivières pourpres, un des premiers thrillers vraiment purs que j'ai lu. Je pense que c'est un des maîtres du genre avec Maxime Chatham. Et Les Rivières pourpres fait partie de ces bouquins qui m'ont vraiment scotché. Après, dans ma jeunesse, j'ai lu beaucoup de Jules Verne, d'Anthony Horowitz, et puis je suis passé après à Stephen King. Donc un bouquin de King aussi, je pense que Shining fait partie de mes références. Donc voilà, pour ces raisons-là, je dirais soit Les Rivières pourpres, soit Shining. Alors, l'écriture inclusive, j'ai suivi un peu de loin ce qui avait été proposé à ce moment-là. J'avoue que je suis pas très fan de cette manière d'écrire qui casse les mots, qui casse pour une bonne raison, mais qui casse un peu cette façon de lire et cette fluidité qu'il peut y avoir dans la lecture derrière. Maintenant, je vais dire que ça me dérange pas, mais je suis pas forcément adepte. Alors j'ai plusieurs auteurs préférés, mais je vais dire Maxime Chatham fait partie de ceux que j'admire dans ce monde du thriller et du polar, par sa façon d'écrire, parce qu'il sait avoir une écriture, un style fluide, accrocheur, et puis par les thèmes qu'il aborde, ou du moins la façon dont il les aborde, très peu de barrières, des codes cassés souvent, il est souvent là où on ne l'attend pas, et c'est quelque chose que j'admire et que je trouve vraiment très admirable chez lui. Maintenant, il y a d'autres auteurs que j'aime beaucoup, Jean-Christophe Garanger en fait partie, Stephen King également, mais pour Franck Tillier aussi, mais pour ce côté ne pas avoir de barrière, je dirais Maxime Chatham. Alors mon livre de chevet en ce moment, je vais faire un peu de la pub pour un ami, c'est Le Cri de Nicolas Beuglet.
Avec un peu de retard, je m'excuse auprès de lui. Nicolas, c'est quelqu'un que j'ai découvert avec Phobia. On a commencé à échanger ensemble. Et puis, j'ai découvert sa plume il n'y a pas longtemps. Bon, je m'étais juré de le lire plus tôt. Et c'est quelqu'un qui aime qu'on dise de lui qu'il est populaire, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens accessible à tous. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ses romans sont vraiment très bien écrits, fluides et difficiles à lâcher. Donc voilà, en ce moment, mon livre de chevet, c'est ça, c'est Le Cri de Nicolas Bloch, que je conseille. Alors, je fais du repérage, oui et non, parce que pour la mort n'existe pas, notamment l'action se déroulait en grande partie à Paris, avec une autre partie à Jérusalem. Alors je fais du repérage, mais en utilisant Google Street View, voilà. En utilisant Google, en utilisant des images que je trouve sur le net, en regardant des reportages. Mais j'ai besoin tout de même de descriptions précises et de pouvoir m'immerger vraiment dans un lieu. Donc de savoir où je suis, de savoir l'ambiance qu'il y a autour, de connaître les habitations, la température, le climat. Je crois que c'est très important, si on n'a pas l'occasion de faire du repérage comme d'autres le font, du moins de se documenter et vraiment de pouvoir visualiser l'endroit où on est, parce que c'est comme ça qu'on rend les situations vraiment crédibles et réelles, et qu'on aide en plus le lecteur à se plonger dans notre univers. Alors s'il existe une sous-littérature, je crois que j'en fais partie et je crois même que ça me va. C'est le terme de littérature même qui me gêne. Je crois qu'il n'y a pas de sous-écrivain, sous-littérature, etc. Chacun utilise ses mots et la façon dont il les perçoit pour raconter une histoire. On n'est que ça, on est des raconteurs d'histoires. À notre manière, chacun à notre manière, des histoires différentes, des histoires d'amour, des histoires de guerre ou autres. Mais j'ai du mal avec parfois cet élitisme, je vais dire, de certains. Dire qu'il y a une littérature, des écrivains et puis en dessous des auteurs. Non, je crois que chacun a le droit d'essayer de raconter des histoires, de faire voyager ceux qui ont la chance de les lire. Donc il n'y a pas de sous-littérature. Il y a de la place et chacun est libre d'avoir envie de raconter ses histoires. Je crois que c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir envie de se passionner pour ça, d'avoir envie de faire voyager ses lecteurs avec ses mots, avec parfois sa façon de dessiner, avec sa musique. Peu importe le support, peu importe la façon dont on veut le faire, l'essentiel, c'est de suivre cette passion pour ceux qui l'ont et d'avoir envie vraiment de raconter des histoires. Alors mes influences ne sont pas que littéraires. En fait, comme on l'a évoqué un peu avant, beaucoup lu de Tillier, Chatham, King. C'est des choses, voire même Dan Brown, donc c'est des choses pour certains où on retrouve des références dans mes romans. Mais mes influences, elles sont surtout autres. Elles vont être cinématographiques, puisque j'ai été élevé dans cette culture pop où on s'abreuvait de jeux vidéo, de mangas, de livres, de bandes dessinées, de films, de séries, de tout ce qui nous racontait une histoire. Donc mes influences, elles vont être plutôt là. Elles vont être dans ces gens qui nous racontent des histoires. Alors c'est vrai que je fonctionne beaucoup au visuel, donc le cinéma va plus me parler, va plus me permettre de visualiser quelque chose lorsque j'écris. Mais mes influences, elles ne vont pas être que littéraires, mais grandement en tout cas, elles vont être dans le milieu du thriller et du polar. Alors l'auteur du Sans Nom, j'ai pas le droit de le dire. Non, j'ai vu un peu ce qui se disait, des différentes rumeurs sur son identité. J'avoue qu'il y en a certaines qui m'intéressent, le fait de savoir ou de dire que ce serait soit le prince Charles ou Tony Blair qui a écrit ça j'avoue que je kifferais bien, mais le côté badass m'intrigue un peu, et dire que ça pourrait être Tarantino ou Danny Boyle ou ce genre de personnes. Voilà, mais en tout cas, c'est un très bon coup et une très bonne manière de faire, d'avoir sorti ce livre sans jamais révéler l'identité de son auteur.
Alors lire est important, oui, mais pas que. Je dirais que ce qui est important, c'est de nourrir son imagination. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être par des films, par des séries, par des BD, par des mangas, par des livres. Ce qui est important, c'est que cette imagination se nourrisse, cette imagination voyage, qu'on lui raconte des choses, qu'elle casse ses barrières, qu'elle aille au-delà de ce que le lecteur ou le spectateur peut imaginer. Je crois que c'est ça le plus important. Et pour écrire, pour ceux qui écrivent, il est important de faire voyager cette imagination et de la nourrir, de la laisser voir des choses, de se laisser raconter des choses, d'y croire même des fois, pour qu'à son tour elle puisse aller là où vous ne pensez pas qu'elle pouvait aller, pour aller au-delà de tout ce que vous aviez déjà imaginé. Donc lire est important, mais surtout écoutez des histoires. Laissez-vous raconter des histoires. L'accès à la culture est une des choses effectivement qui dans certains pays manque, dans certains pays où les libertés sont entravées. Je crois qu'il y a des associations qui font un boulot vraiment exceptionnel dans différents coins du globe pour permettre à ces enfants, à ces ados ou même à ces adultes qui parfois n'ont pas accès à des livres tout simplement, de leur amener cette manière de voyager, cette manière de s'évader. Donc je crois que c'est très important. Il y a d'autres problématiques, il y a d'autres choses à leur amener. Mais lire un livre, dans certaines conditions, peut permettre beaucoup de choses. Et voilà, c'est vraiment très important de soutenir ces associations qui essayent de promouvoir la culture aux quatre coins du globe. Alors je crois que la littérature en soi en tant que lecteur m'a permis de m'évader souvent, d'oublier parfois un quotidien pas toujours joyeux. L'écriture m'a apporté énormément. Je crois que le fait de s'évader en fait apporte énormément. Permet d'oublier quelques instants la réalité, permet d'oublier nos soucis et permet de nous faire voyager, permet de découvrir des choses, de se faire violence parfois, de découvrir d'autres histoires, parfois vraies, parfois fictives. La littérature ne m'a pas sauvé, mais m'a permis en tout cas de m'évader de nombreuses fois. Alors, le milieu de l'édition, je crois, en ce moment, est en tout cas déjà en plein changement. On voit émerger de nouveaux auteurs, de nouvelles maisons d'édition, surtout de Saxus en fait partie, Hugo Triller en fait également partie. Il y a quelque chose de très paradoxal, je crois, dans le milieu de l'édition actuellement, c'est que les auteurs, entre eux, ont quelque chose de très solidaire et ont besoin d'échanges entre eux avec les lecteurs, ont besoin de cette convivialité, de cette humanité, de cette chaleur. On le voit dans les salons, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit énormément, des auteurs qui se soutiennent entre eux, qui s'aident, qui s'épaulent. Il y a vraiment une ou plusieurs familles d'auteurs qui se sont créées. Et à l'opposé, on a des éditeurs qui marchent malheureusement comme des entreprises. C'est-à-dire que proposer un manuscrit lorsqu'on n'est pas connu à une maison d'édition actuellement, ça équivaut à envoyer un CV par la poste à un gros groupe. Il y a une sorte de déshumanisation de ces maisons d'édition à cause d'un trop grand nombre de manuscrits reçus, je pense, et d'une surcharge de travail. Mais c'est ce qui manque à l'édition en ce moment, et c'est bien que ces petites maisons montent et valorisent les auteurs, et c'est ce qui manque au grand groupe. Voilà, les auteurs sont, je ne vais pas dire laissés pour compte, mais sont un peu les derniers maillons de la chaîne. On le voit de toute façon dans les rémunérations, dans ce que perçoivent les auteurs, qui sont en bas de la chaîne. Donc il y a énormément de choses à changer dans le milieu de l'édition, mais je crois que ça change petit à petit, et j'espère que ça va continuer à changer dans ce sens. Alors il y a plusieurs auteurs que j'apprécie, avec qui j'ai noué des fortes relations grâce aux réseaux sociaux. Alors je t'aurais bien cité Olivier Bal, Nicolas Beuglet, Vincent Ouy, mais c'est des gens que tu as déjà interviewés. Donc je te dirais Gaëlle Perrin-Guillet, qui est une auteure de polar qui
quelqu'un de très percutante. Je conseille de l'interviewer. Et puis d'autres jeunes auteurs, parce que je pense que ces vidéos-là, ces interviews que tu mènes sont un moyen de les faire connaître. Donc je pourrais te citer Michael Kudero, Salvatore Mini, Chris Leseus, les gens qui ont fait partie du recueil Phobia que j'ai mené au profit de l'association est là. Et puis voilà, parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément, je dirais Maxime Chatham également. J'aimerais bien qu'il se prête au jeu de ton interview.